Ce qui s'est passé au Gabon, il faut prendre un peu du temps. Et je ne condamne pas le coup d'État, tout comme je ne l'approuve pas. Parce que il y a des dessous que nous ne comprenons pas. 48 heures après, il faudrait attendre quelque temps pour écouter les dirigeants gabonais. Et surtout, j'ai pas encore écouté M. Onda Ossa, qui aurait gagné les élections. Donc, j'attends de voir, parce que le coup d'État du Gabon s'est passé tellement d'une manière inattendue que cela sent du souffle, que ça sent du complot, que ça sent un coup d'État de palais. Alors, je préfère ne pas condamner et ne pas approuver non plus, mais attendre l'évolution des choses, parce que je me suis rappelé, quand j'ai vu les images des militaires, je me suis rappelé de ce qui s'était passé au Congo lors des 13, 14 et 15 août. Je n'aime pas prononcer ce nom, Brazzaville, ça me fait honte. 63 ans. Ceux qui parlent de l'indépendance, ceux qui parlent de l'indépendance, 63 ans après, les Congolais ont-ils une fierté de maintenir, de faire l'apologie de M. de Brazza, quand nous savons tout ce qu'il a fait dans ce pays? Et on a même porté l'outrepoussance jusqu'à lui faire un mausolée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre sur Télair TV. Vous suivez Perspective et Prospective, le Congo la Renaissance, et je suis Georges Goma. Aujourd'hui, nous allons parler d'une dimension très importante de la vie de notre pays, qui est la dimension historique. Il semble que beaucoup de personnes n'accordent pas d'importance à la dimension historique, alors que cette dimension historique nous dit la société congolaise, nous décrit l'évolution de la société congolaise. Et pour en parler, nous aurons un invité que vous connaissez très bien, qui est devenu incontournable, n'est-ce pas, dans la compréhension, n'est-ce pas, de cette histoire du Congo. C'est le docteur Alexandre Nzabana. Le docteur Alexandre Nzabana est pharmacien. Le docteur Nzabana est un membre de la société civile congolaise qui a défrayé la chronique politique au Congo-Brazzaville il n'y a pas si longtemps. Dans sa volonté de défendre la société civile congolaise, il s'est illustré avec courage sur la scène politique au Congo-Brazzaville, ce qui lui a valu, naturellement, vous le savez très bien, vous l'avez vu d'ailleurs en direct, la foudre ou les foudres du régime dictatorial en place au Congo-Brazzaville, qui évidemment est très fâché contre la vérité quand on a lu le livre. Et cette vérité qui lui est livrée n'est que la traduction de son agir politique, de sa gouvernance, qu'il faut montre à tout le monde et qu'on lui restitue en pleine figure. Alors, sans plus tarder, on va accueillir le docteur Alex Nzabana. Bonjour, docteur. Et bonjour, Monsieur Giorgio. Comment ça va? Non, ça va. Merci beaucoup. Mais nous sommes heureux de t'avoir à notre antenne, à Perspective et Prospective, le Congo la Renaissance. Alors, on va rentrer directement dans le sujet. Mais avant toute chose, l'actualité en Afrique centrale est brûlante depuis hier, ou bien a atteint un certain niveau avant-hier, dans un pays frère qui est le Gabon, que tu connais très bien aussi, du reste. Le président Ali Bongo a été destitué
à chaud comme ça, quelle est votre analyse sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore au Gabon, puisque ce n'est pas encore stabilisé? Merci beaucoup, M. Georges. Ce qui s'est passé au Gabon, il faut prendre un peu du temps. Et je ne condamne pas le coup d'État, tout comme je ne l'approuve pas. Parce que il y a des dessous que nous ne comprenons pas. 48 heures après, il faudrait attendre quelque temps pour écouter les dirigeants gabonais. Et surtout, je n'ai pas encore écouté M. Onda Ossa, qui aurait gagné les élections. Donc, j'attends de voir, parce que le coup d'État du Gabon s'est passé tellement d'une manière inattendue que cela sent du souffre, que ça sent du complot, que ça sent un coup d'État de palais. Alors, je préfère ne pas condamner et ne pas approuver non plus, mais attendre l'évolution des choses, parce que je me suis rappelé, quand j'ai vu les images des militaires, je me suis rappelé de ce qui s'était passé au Congo lors des 13, 14 et 15 août. Dès qu'on a mis en place le gouvernement Massamba Deba, mais on a demandé aux jeunes qui avaient participé à la chute de Youlou de rentrer chez eux, de regagner les campagnes. Et docteur, je veux t'arrêter un peu là, parce que là, ça sera le sujet de notre discussion. Mais rapidement, simplement, tu ne condamnes pas, tu n'applaudis pas, et puis, quelque part aussi, tu approuves, tu attends encore. Mais si je dis quand même le fait qu'on puisse rompre un peu la dictature des Bongo, qui est quand même une dictature séculaire, c'est quand même déjà un progrès, non? Mais on n'a peut-être pas la même lecture. Le fait que Bongo Ali ait été déposé de la manière que nous avons suivi, et ça prouve une machination. Parce que les Gabonais ont aussi le sang chaud que les Congolais. Et que cela se soit passé comme ça, comme dans un film, et je pense qu'il y a des dessous que nous ne connaissons pas. Il faut attendre quelques jours pour pouvoir avoir des éléments d'analyse assez profonds. Très bien. Merci. OK. Bon, pour l'instant, on pourra faire une autre émission autour de ce qui se passe au Gabon, mais revenons, n'est-ce pas, à notre objet de la discussion d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre le Congo-Brazzaville, notre beau pays que nous chérissons plus que tout au monde. Comment se fait-il que, docteur Nzabana, un tout petit pays qui a peut-être 20 ans était autour de 2 millions d'habitants, maintenant on nous dit qu'on est 5 millions d'habitants, un pays de cocaïne comme je le disais, c'est-à-dire un pays gâté, très 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 riche, très 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 riche, et qui pouvait être vraiment un pays, comment je peux dire ça, un Eldorado. Qu'est-ce qui a dû se passer? Revenons pas à cette histoire. Les personnes, n'est-ce pas, qui ont gouverné ce pays, à qui on a donné la responsabilité de nous mener vers le progrès. Qu'est-ce qui a dû se passer? Comment est-ce que les Congolais, qu'est-ce que les Congolais vont saisir un peu au cours de cette histoire du Congo-Brazzaville depuis les indépendances et un peu avant les indépendances? Parce que vous êtes un témoin oculaire de ce qui s'est passé. Sans compter le fait que vous avez été un acteur aussi quand on parle du M22. Vous connaissez bien tout ce qui s'est passé à cette période-là. Alors,
On va essayer de voir un peu, essayer d'avancer un peu de façon régulière. Commençons un peu aux indépendances parce que c'est quand même là un moment très, très important là. Hein? L'administration coloniale s'en va et nous sommes bien contents de prendre en main la destinée de notre pays. Qu'est-ce qui se passe autour du président Fulbert Youlou, de l'abbé Fulbert Youlou? Merci beaucoup. Et vous voyez, la grille de lecture est difficile à faire pour notre pays en particulier et pour l'Afrique francophone en général. Tout a commencé lors du référendum du 28 novembre 58. OK. Est-ce que dans notre pays, les forces politiques étaient majoritaires pour aller à l'indépendance? Moi, je dis non. Ce, malheureusement, que M. Sassou appelle à congratuler comme père de l'indépendance, que ce soit l'abbé Youlou Fulbert, que ce soit Jacques Opango, que ce soit Sikaya, mais ils n'ont jamais appelé leur parti le 28 novembre 58 à voter oui à l'indépendance. Ils ont dit non à l'indépendance et oui à la communauté franco-africaine. Ça, c'est déjà le point de départ. Ça, c'est important, ça. C'est très important, ça. Les partis congolais, les partis congolais avec leurs leaders n'ont jamais appelé leurs militants, donc la population, à faire comme ce que Sékou Touré avait fait, en disant oui à l'indépendance immédiate. Il n'y avait que les étudiants, donc l'AEC en France, dont la plupart des membres étaient affiliés au Parti africain de l'indépendance. Il y avait l'Union de la jeunesse congolaise de Feu Machika. Il y avait l'ASCO, l'association scolaire du Congo, et les syndicats CGT de Julien Boukambu qui avaient appelé leurs militants à voter oui à l'indépendance. Les partis politiques, tous avaient demandé à rester dans la communauté franco-africaine. Donc, il y avait un refus de l'indépendance. Ça, il faut que les gens le sachent. Tout est parti de là. Mais si vous ne voulez pas de l'indépendance, est-ce que le 15 août 1960, c'était l'indépendance? Mais c'était l'ouverture de la néocolonisation du Congo. Voilà à ce moment-là, docteur, oui, l'ouverture, mais il faut voir aussi quand même au niveau de la sous-région, bien carrément dans les anciennes colonies françaises, il y avait aussi quand même la nouveauté de l'événement, c'est-à-dire qu'on sortait d'un pouvoir colonial ou qui avait là, quand même, De Gaulle a fait des pieds et des mains pour faire accepter cette idée de l'indépendance. Et on peut comprendre aussi qu'à un certain moment aussi, les gens étaient aussi un peu apeurés de prendre cette indépendance tout de suite. Est-ce qu'on peut parler de l'impréparation de ces personnes-là ou bien de se prononcer pour l'indépendance? Moi, je pense que nous avions au niveau de l'Afrique équatoriale française, oui, certains leaders qui étaient en avance par rapport aux autres. Je me rappelle de Boganda. Monsieur Boganda, qui était le président du conseil, le vice-président du conseil au niveau de l'Ubangi-Chari, était parmi ceux qui souhaitaient aller à l'indépendance, mais en tant que fédération de l'Afrique équatoriale, à cause de certaines contingences, d'abord démographiques, économiques, structurelles de l'époque. Avoir émietté
en donnant cette ouverture, c'était pour mieux maîtriser les anciennes colonies, devenues néocolonies, parce que nous avons su après seulement qu'il y avait des accords léonins. Les 11 accords dont certains découvrent aujourd'hui parce qu'on en parle au Mali, parce qu'on en parle au Burkina, parce qu'on en parle au Niger. Mais ce sont des accords qui durent depuis 1961. Au village, mes grands-parents disaient, lorsque tu vas en forêt et que tu t'es trompé de route, quand tu arrives à une bifurcation, il faut revenir. Moi, donc, je reviens au 15 août 1960. Oui. Là où nous nous sommes trompés. Les dirigeants de l'époque se sont trompés. Et c'est à cause de ça. Pour moi, le Congo n'est pas indépendant et encore moins souverain jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas indépendants parce que nous ne décidons pas de nous-mêmes. Nous devons attendre quelqu'un. Même à l'ONU, nous n'avons pas le droit de parler, nous devons attendre que quelqu'un parle à notre nom. Bon, mais, docteur, mais là, tu comprends très bien, je comprends ce que tu veux dire, mais là, c'est une situation qui est générale, qui ne relève pas seulement du Congo. C'est intimement lié, n'est-ce pas, à en fait, ce modèle colonial français, quand même, qui s'est imposé à toutes ces anciennes colonies, en dehors de la Guinée, bien évidemment, qui a clairement refusé cette communauté-là. Donc là, ça ne peut pas être un fait qui soit propre au Congo-Brazzaville. Et puis, j'allais aussi te dire, docteur, mais après, il s'est installé quand même une discussion. C'était une histoire politique mouvementée, tourmentée, d'accord, mais il y avait quand même un débat. Il y avait un débat politique là. Il y avait des tendances qui s'affrontaient. Quand tu dis, ben, d'accord, quand on prend un chemin, on arrive quelque part, on peut revenir. Mais on peut dire aussi quand même que ce débat public qui s'était tenu d'une manière ou d'une autre, ça permettait quand même aux Congolais de réfléchir et de bien calibrer une démarche qui soit salutaire pour le pays, non? Mais, Monsieur Georges, 63 ans après la pseudo-indépendance du Congo, quel est le niveau de développement socio-économique de notre pays? Quelle est l'économie de notre pays? Nous sommes toujours une économie périphérique de la France et de l'Europe occidentale. Alors, mais cette souveraineté est où? Lorsque nous ne pouvons pas décider de nous-mêmes, on n'a pas une autodétermination dans les décisions que prennent les gouvernements qui se sont succédés depuis 1960. Mais c'est ça qui fait que nous allons en perpétuel recommencement parce que les mêmes causes conduisent aux mêmes effets. L'insatisfaction des besoins des masses, des travailleurs et des paysans, de la jeunesse et des femmes ne sont pas accomplis par les uns comme par les autres, en dehors de l'enthousiasme qui a régné entre 1963 et 1968. D'accord. On va essayer d'avancer là. Bon, cernez-moi le personnage de l'abbé Fulbert Youlou. Et pourtant, au départ, ce qu'on nous rapporte, c'est que l'abbé Fulbert Youlou avait un programme politique qui tenait la route. Et d'ailleurs, certains nous disent qu'ils avaient pris un pari avec le président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qu'on allait comparer Brazzaville et puis Abidjan dans quelques années qui venaient. Et puis on a vu le président, l'abbé Fulbert Youlou, être reçu un peu partout, jusqu'aux États-Unis. Et on dit même que les réalisations de Massamba Déba n'ont été que les plans l'abbé Fulbert Youlou.
Qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui a expliqué qu'il soit éjecté de cette manière-là? Et pourquoi la France n'est pas venue à sa rescousse, qui apparemment le général de Gaulle a décliné la demande d'aide que l'abbé Fulbert Youlou avait formulée pour protéger son pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les forces en présence? Et merci bien. Vous avez dit tout à l'heure, au début de notre entretien, que j'étais pharmacien. Donc, je suis scientifique. Oui. Et la base de formation d'un Français, c'est la biologie, les mathématiques et la chimie. Mais j'ai appris qu'on ne peut comparer que les éléments de même nature. Si Youlou et Houphouët avaient un défi, Houphouët ne serait pas resté et Youlou n'aurait pas été injecté. Lorsqu'on dit que ce qui a été fait par le gouvernement Massa Madeba, c'est le produit du programme économique de Fulbert Youlou, je ne sais pas si les gens savaient que le président Youlou était un anticommuniste invétéré. Les entreprises qui ont eu lieu, qui ont fonctionné au Congo à partir de 1963, l'ont été avec la coopération chinoise. Bon, à moins que je me trompe, je ne pense pas que Pékin était aligné sur le Vatican. Hein. La Chine était bien un pays communiste. Or, Youlou était un communiste invétéré. Alors, je ne sais pas comment on peut faire un programme économique avec ce que lui, il combattait. Revenons, lorsque vous me posez la question de savoir de cerner le personnage de Fulbert Youlou. Mais comment est-ce que Fulbert Youlou est venu en politique? Fulbert Youlou est venu en politique après les Chikaya, après les Opango. Mais qui est parti débusquer Youlou? Mais c'est purement sur le plan de l'appartenance régionale. Parce que il y avait au niveau de Luango, il y avait Félix Chikaya, et au niveau de l'extrême nord et centre, il y avait Opango. Mais dans le pays du centre, donc l'ancien territoire occupé par les Téké, par les Sundi, il n'y avait pas de représentants au niveau politique. Je ne sais pas si les gens savent que la maman de Youlou était Téké. Je ne sais pas si les gens le savent. Donc, c'est le problème de l'appartenance. Youlou étant abbé, on est parti le solliciter lorsqu'il a d'abord été curé au niveau de l'intérieur, mais après il est venu à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, il était en contact avec tout le monde, à Potopoto, avec ceux de Bakongo, et c'est comme ça qu'il est venu en politique. Il s'est passé ce qu'il s'était passé. Le parti de Youlou, n'ayant pas gagné les premières élections de 56, et vous parlez de l'UDIA, et c'est bien ça le parti de Youlou. Il y avait l'UDIA Youlou, et il y avait le MSA de Opango aussi, hein, les partis. MSA de Opango et le PPC de Chikaya. Chikaya, oui. Mais quand Youlou arrive à créer un parti, n'oublions pas qu'il a été aussi maire avant d'être président. Maire de Brazzaville, oui. Il a été maire de Brazzaville. Je n'aime pas prononcer ce nom Brazzaville, ça me fait honte.
63 ans. Ceux qui parlent de l'indépendance, 63 ans après, les Congolais ont-ils une fierté de maintenir, de faire l'apologie de M. de Brazza, quand nous savons tout ce qu'il a fait dans ce pays? Et on a même porté l'outrecuidance jusqu'à lui faire un mausolée. Ça, c'est pour confirmer que nous ne sommes pas indépendants. Donc, Youlou arrive en politique. Pour faire bref, il est en premier moment récupéré à les clients occidentaux qui voulaient un homme neutre qui n'est pas un discours radical, je dis radical entre guillemets, que prononçait Opango et que prononçait Chikaya. Et c'est là où il y a eu le basculement. Duvenier, qui était dans la partie du Gabon, est rétrocédé à Brazzaville. Franceville, qui était du côté du Moyen Congo, est passé du côté du Gabon. Tout simplement à cause de calculs politiciens, démographiques. Il fallait qu'au Congo, il fallait que le PPC de Chikaya Félix perde la majorité. Parce qu'ils étaient à 51 et 50. Lorsque éclatent les émeutes de Brazzaville, qui ont commencé à Pointe-Noire. Ah bon, les émeutes de 59 ont commencé à Pointe-Noire, c'est ça? Les émeutes de 59 ont commencé à Pointe-Noire lorsque Youlou a eu à corrompre, à acheter un député, M. Yambo. Wambo, c'est ça, hein? Wambo, M. Wambo. Et c'est lui qui a fait basculer la majorité. Et comme Youlou, le président de l'Assemblée, c'était un Français. Et les députés du MSA et du PPC sont sortis de l'Assemblée lorsqu'ils ont décidé de transférer la capitale du Moyen Congo de Pointe-Noire à Brazzaville. Et c'est là où ça a commencé. Quand ils sont arrivés à Brazzaville, eh bien, la rumeur s'est augmentée. Il y a eu les premiers morts et ça a embrasé toute la ville de Brazzaville. Un autre aspect du problème, d'un point de vue historique, les gens aussi ne le savent pas. Ceux qui se sont affrontés dans la partie septentrionale, c'était les Kouyous. Et dans la partie du sud, c'était les Bembés. Parce que et les Bembés et les Kouyous, ce sont des communautés guerrières. Ce sont des guerriers. Les Kouyous, ils ont immigré d'où? La deuxième migration après l'Égypte, ils se sont d'abord établis au Kenya. Tout le monde connaît l'histoire de Chaka. Et c'est à la fin du XVIe siècle que les Kouyous ont migré dans le territoire actuel du Congo. Les Bembés, pareil. Après la chute de l'Égypte, ils ont d'abord migré où? En Afrique du Sud, en passant par le Mozambique. Puis ils sont remontés après la constitution d'Ntotila. Et ils sont venus s'installer en Afrique centrale après la guerre d'Anguilla. Donc, ce sont les guerriers qui se sont battus. Mais, lorsque Youlou arrive au pouvoir,
il oublie les bébés. Ceux qui ont fait que la guerre de 59 soit remportée par ceux qui étaient proches de Youlou. Mais comment s'est traduit cette victoire-là? La guerre de 59, c'était quand même assez rapide, c'était quand même assez éphémère. C'est pas une guerre qui s'est étalée dans le temps. On peut dire que ça pouvait avoir été quand même aussi, je sais pas moi, un conflit. Vous parlez des Bembé et des Kouyou, donc ça n'avait pas une ampleur nationale quand même, docteur. Mais non, Monsieur Georges, il faut chercher à comprendre la subtilité de mes propos. Oui, bien sûr. Youlou n'était pas bébé. Mais Youlou, de par son père, ses ancêtres étaient migrants de Ntotila, du Congo d'Ntotila, après la chute après la guerre d'Ambouila. Mais les Bembés aussi sont de Totila. Les Bembés aussi sont du Congo d'Ntotila. Mais comment on n'apprend pas notre histoire dans nos écoles? Il faut faire une auto-formation. Lorsqu'il y a eu la fameuse guerre de 93, j'ai écrit un article dans le journal, dans la revue Rupture, adressé au président Lissouba et adressé à M. Kolela. Je leur, dans cet article, j'ai posé la question, mais comment est-ce que deux frères peuvent se battre jusqu'à arriver aux actions que nous avons vécues? Deux frères peuvent se battre, ils ne peuvent pas s'approcher. Je sais ce qu'on était comme conséquence. C'est pour dire qu'au niveau de Opango, parce que cette guerre a été présentée comme étant une guerre du Nord contre le Sud. Et lorsque nous voyons le comportement des dirigeants qui ont succédé à Youlou et à Massamadema, à partir de Marien Ngouabi, mais qu'est-ce qu'on a vécu? On a constaté une sorte de revanche au lieu que ce soit sur les populations et sur les dirigeants, Youlou et Massamadema, mais ça a été sur les populations. Cette haine de ce qui s'était passé en 59, et les gens ne se le cachent pas, ils se le disent. C'est parce que c'est mal connaître l'histoire. Donc, on a présenté la guerre comme étant celle entre les gens du Nord et les gens du Sud. Mais docteur, est-ce que c'est pas dangereux, cet amalgame-là? Quand on parle des gens du Sud, les gens du Nord, les Bembé et les Kouyou, les Mouchi, à prendre toute une ethnie comme si c'était vraiment une dynamique ethnique, et on a tendance à mettre de côté les enjeux de pouvoir tels que les individus le vivent en tant que tel et qui instrumentalisent l'ethnie derrière. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça aussi l'erreur que nous faisons et qui malheureusement n'arrive pas à tordre le cou quand même à la construction d'une nation au Congo-Brazzaville, toujours à se retrancher derrière l'ethnie, parce que ce soit les Kouyou, que ce soit les Bembé, je me demande, les populations Bembé, les populations Kouyou ont bénéficié de quelque chose, des enjeux politiques, stricto sensu, docteur Zabana. Mais, monsieur Georges, le problème, il est dans la méconnaissance des Congolais de l'histoire de notre pays. Ouais. D'où cette émission d'ailleurs, d'où cette émission. Nos ancêtres qui sont venus d'Ntotila, du Congo d'Ntotila, ils ont commencé à venir en masse à partir de la fin du 15e siècle. Et ceux qui sont venus, par exemple, du Kenya, c'est à la fin du 16e siècle. Mais du 16e siècle jusqu'à l'arrivée
de M. de Brazza. Mais entre ces communautés et celles qui sont les communautés qu'elles sont venues trouver sur place, c'est-à-dire les Luango dans la partie atlantique et au centre, les Téké. Mais il y a d'abord eu des échanges commerciaux. Et puis il y a eu des échanges matrimoniaux par les mariages. Oui. Mais il y a eu des enfants qui sont nés de pères de telle communauté et la mère d'une autre. Mais ces enfants métissés là, de par deux communautés, mais ils sont, vous les classez où? C'est ça le problème. Donc, je pense que ceux qui veulent faire les frontières, les fausses frontières, c'est parce qu'ils ont une méconnaissance de l'histoire. Ils ont une méconnaissance de l'histoire. Parce que, par exemple, il y a le terme Lari. Je n'ai jamais, jusqu'à ce jour, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire Lari. Lari, pour moi, c'est la langue qui est parlée, qui est issue du brassage entre les Congos qui sont arrivés du Totila et les Téké qu'ils sont venus trouver sur place. Et cet échange a fait qu'il y ait une langue. Une sorte de créole alors, hein? Un langage qui s'est créé qu'on appelle le Lari. Parce que lorsque je demande aux géographes, lorsque je demande aux historiens, quel est le territoire occupé par les Lari, il est où? Parce que le Soundi, on n'a pas amené le Soundi sur la tête depuis le Totila pour l'installer sur la rive droite du Congo. Mais recentrons un peu notre propos historique dans la compréhension des enjeux politiques qui n'est-ce pas, qui ont marqué, n'est-ce pas, l'histoire du Congo, pour essayer de comprendre un peu les crises politiques difficiles que nous avons vécues au Congo, Brazzaville, docteur. Bon, maintenant, je pose cette question. Là, vous avez parlé de Massamba Déba. Bon, après Massamba Déba, il y a eu... Non, de l'abbé Fulbert Yulou, pardon. Je n'ai pas fini avec Fulbert Yulou. Oui, voilà. Mais parlez-nous un peu. Comment s'est-il fait quand même que l'abbé Fulbert Yulou et Massamba Déba sont censés être du même groupe ethnique globalement, partageant la même géographie? On parle des Lari, tu viens d'expliquer, mais on parle des Congo aussi. Et la figure de Massamba Déba est celle de l'abbé Fulbert Yulou. Un peu plus tard, la figure de Kolela et de Milongo. Est-ce que ce clivage-là est significatif? Qu'est-ce qui a expliqué qu'il y ait eu 1963? Mais ça coûte ça, je veux expliquer les enjeux au niveau de l'exercice du pouvoir de la législature du président Fulbert Yulou. Très bien. Et c'est dommage, beaucoup des historiens, des politologues veulent toujours tirer la couverture de leur côté. Moi, je suis un enfant issu de mariage mixte. Donc, je n'ai pas été élevé dans les problèmes d'appartenance du nord, sud. Je ne connais pas ça. Et puis, comme j'ai milité très jeune, c'est pas ce qu'on nous a pris. Et donc, le tribalisme, ce n'est pas ma tasse de thé. Yulou, en 3 ans, il fallait multiplier par 10, mais heureusement que cela s'est passé seulement pendant 3 ans. L'anticommunisme était exacerbé. Je connais des camarades qui ont été arrêtés pour complot communiste, dont un ami
proches avec lesquels nous étions partis jusqu'à Cuba. Balosan Karim Belloz. Tout le monde connaît à Congo, après la vie, connaît Belloz. Le petit frère de Calafar. Mais il était en prison pour complot communiste. Les gens ne se rappellent même pas de ce qu'il y a eu contre les matuanistes au temps de Youlou. Moi, je suis parti jusqu'à la PV. J'ai vu comment est-ce que on a mis les matuanistes dans les wagons. On a jeté les bombes lacrymogènes. Et les gens, en se défoulant pour sortir, il y a eu des morts. Et après, Docteur, docteur, pardon, s'il te plaît. C'est intéressant ce que tu dis là. Est-ce que si je te dis que finalement, le séjour de l'abbé Fulbert Youlou aux États-Unis a rencontré le président Kennedy, est-ce qu'il serait revenu dans ses valises du macartisme, hein? Du macartisme, c'est-à-dire cet anticommunisme à pourchasser les gens partout, parce que c'était ça le macartisme aux États-Unis après le New Deal de Roosevelt jusqu'à Truman aussi. On a pourchassé, n'est-ce pas, les communistes et les socialistes et tout ce qui parlait social. Est-ce que j'ai comme l'impression que finalement on peut faire ce rapprochement d'après ce que tu dis là? Est-ce que la législature Youlou portait les germes de sa propre destruction finalement avec... Mais vous savez que une catégorie de Noirs est champion du copier-coller. Hein? Le fait que Youlou avait été bien reçu aux États-Unis et il en a ramené quelque chose aussi de négatif des États-Unis. C'est cet anticommunisme-là. Mais pourquoi Youlou en voulait aux matuanistes? Mais parce que les matuanistes avaient refusé depuis la colonisation à ne pas payer l'impôt de 3 francs, à ne pas avoir la carte d'identité. Donc les matuanistes, pour Youlou, ont participé aux premiers échecs qu'il avait eus au niveau des élections qu'on avait organisées. Donc il en a voulu aux matuanistes. Et les résultantes de sa politique contre les matuanistes, c'était de les envoyer à Gamboma, à Djambala, à Ouando, à Infondo, à Weso, à Sibiti. On les appelait les corbeaux, hein? Les corbeaux, oui. Je me souviens qu'on les appelait les corbeaux. Mais parce qu'ils avaient la tenue noire, bleu noir, bleu sombre, comme les corbeaux. Et ça cause ça, on les appelait les corbeaux. Et avec l'extravagance qui caractérisait Youlou, des tenues Dior, des tenues de Dior, marque Dior, l'extravagance de ces ministres, les Nganzion, les Zibouanga, les jeunes Zibouanga, membres du gouvernement. Et ça n'a pas plu à la hiérarchie de l'Église catholique. Ça n'a pas plu à la hiérarchie de l'Église catholique. Et lorsque commence le mouvement de 13, 14, 15 août, lorsqu'on arrête les syndicalistes, mais lorsque le mouvement prend de l'ampleur, mais l'archevêque qui était à Brazzaville était le beau-frère de De Gaulle. Donc, par sa sœur, De Gaulle était au courant des agissements de Youlou. Et quand le mouvement a atteint son paroxysme, quand Youlou appelle De Gaulle pour faire appliquer les accords de défense, mais il a eu un niet de Gaulle. Et c'est là où Youlou, abandonné, était obligé de signer, de poser sa démission, qu'il a remise
au commandant Mouchaka et au commandant Mouzabakani. Voilà pour la législature de Fulbert Youlou. Voilà. Donc, si je comprends très bien, docteur Alex Zabana, la législature Youlou avait tout faux. Ou on peut dire que la législature Youlou avait les germes, n'est-ce pas, des crises politiques qu'on a suivies par la suite. Mais si c'est le cas, la révolution de 63 était censée rectifier cela, non? Tout le monde a observé cela. Massamba Deba est arrivé, devait remettre les choses en place. Je pense aussi à René Dumont qui avait écrit l'Afrique noire était mal partie. Certainement que la première législature congolaise de Youlou était mal partie avec un tel comportement. Et j'ai appris aussi pas du tout, ne l'aimait pas du tout. Le monsieur au soutane de Yves Saint-Laurent et des choses chères qu'il portait sur lui. Il y avait tout ça aussi quand même. C'est des faits qui quand même créent un certain ressenti des gens vis-à-vis. Par rapport à la législature Youlou, il faut ajouter aussi le dualisme qui existait. Le dualisme, c'est-à-dire à côté d'un dirigeant congolais, il y avait toujours un conseiller français. Toujours. Ce qui fait que nous n'avions pas autant de cadres qu'aujourd'hui. Et ces cadres de l'époque n'avaient pas la mesure des concepts ni des combats que nous menons aujourd'hui. Parce qu'il était impensable en 1960 de parler de la fin du franc CFA. On ne pouvait pas s'imaginer la fermeture des bases militaires. On ne pouvait pas s'imaginer d'avoir des accords économiques gagnant-gagnant. Or, lorsque nous arrivons au processus de 13, 14, 15 août, c'est comme je dis toujours, il faut aller à l'origine. Comment s'est créé, comment a été organisé le mouvement de 13, 14, 15 août? Ceux qui ont eu l'opportunité de lire l'autocritique du M22, écrit par Jawara, Ange Bidier, Ikoko, Oluka et Bakekolo, mais ils ont vu que l'autocritique du M22 se concentre sur deux aspects. Une organisation des révolutionnaires et un appareil d'État néocolonial. Or, ceux qui ont mis en place le processus, qui ont préparé les 13, 14, 15 août, ce n'étaient pas des révolutionnaires. C'était les syndicalistes. Les syndicalistes, ouais. Okay. Et dans les syndicalistes, il y avait de tout. Il y avait des syndicalistes progressistes comme la CGT de Julien Boukambu. Il y a eu les syndicalistes chrétiens, catholiques, avec les vieux Ngandou, François, avec les vieux Pongo, Gilbert, tous les deux décédés aujourd'hui, ainsi que le vieux Boukambu Julien. Mais c'était une union de circonstances. De circonstances. Puisque juste après, ils se sont éparpillés. Ceux qui étaient à la CGT, qui étaient progressistes, les Tolenganga, les Boukambu sont restés unis, alors que les catholiques, les
ont eu du mal à partir avec le MNR, créé après le 13, 14, 15 août. D'accord. Bon, docteur, alors, pour cette première partie, on va s'en tenir là. Hein? Là, on a vu un peu cette législature de l'abbé Fulbert Youlou. C'est une première grosse partie. Notre entrée à la souveraineté, dans la souveraineté. Vous avez parlé de cette dualité. Administration coloniale encore là et l'administration congolaise se met en place et cette dualité se comprend à mon sens. Et on était dans la communauté aussi, hein? Donc la séparation ne pouvait pas être brutale. Et puis aussi pour les Congolais, c'était peut-être une bonne façon de faire la transition, d'apprendre à faire. Je me rappelle encore d'une vidéo du président Massamba Deba qui disait que, qui mettait en évidence un peu cette dimension de la chose, que nous avions à apprendre aussi. Alors, pour terminer cette première partie, si je vous demandais, docteur Zabana, de me trouver deux ou trois choses positives de la législature Youlou et deux ou trois choses négatives de cette même législature, est-ce que vous êtes capable de me dire quelque chose là-dessus? Une ou deux ou trois, si vous voulez. Mais la chose, le point le plus marquant que j'ai retenu des premiers dirigeants de la première législature, c'est que malgré leurs appartenances à certaines régions de notre pays, le sentiment tribaliste n'était pas aussi poussé que nous le vivons aujourd'hui. Très bien. Quand je remarque le gouvernement de Fulbert Youlou, ne fait qu'au niveau de la composition, en dehors de M. Jacques Opango, il y avait M. Tchichel, il y avait il y avait Germain de la Sangha, il y avait les Kounis au niveau de Dolizé. Oui, il y avait il y avait le monsieur Kikungangoy, vous voulez dire, les hein? Kikungangot. Hein? Kikungangot, oui. Ibaliko. Ibaliko n'était pas ministre, il était à l'Assemblée. Ça, c'est lui qui a remplacé Massamba Deba. Quand Massamba Deba, Youlou l'a obligé de démissionner de l'Assemblée, c'est Ibaliko qui est passé président de l'Assemblée. Nganzion était ministre de l'Éducation nationale. Donc, il y avait une représentation quand même territoriale. Ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Ça, c'était un peu positif pour moi. Oui. Donc, l'appartenance tribale n'était pas exacerbée comme aujourd'hui, où l'administration est contrôlée par non seulement une ethnie, mais par un clan et une famille. Voilà ce que j'ai trouvé, au moins, que nous puissions garder et le relever aux générations futures, que cette législature, le tribalisme n'était pas aussi exacerbé qu'aujourd'hui. Voilà pour moi. Très bien. Ok, mais c'est très bien. Mais je pense qu'on va on va s'arrêter par là aujourd'hui et on aura encore une émission. On va continuer cette histoire parce que c'est très, très important. Il faut qu'on apprenne aux Congolais l'importance et la valeur de l'histoire. Parce que quand on ne connaît pas son histoire, eh bien, on est perdu. On est perdu. Merci beaucoup, docteur Alexandre Zabana, d'avoir accepté notre invitation et merci par anticipation pour ta prochaine disponibilité. Il nous reste simplement à remercier toutes les personnes qui nous suivent depuis un certain moment. Faites ce qu'il faut faire pour nous encourager à aimer nos émissions. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire, simplement à cliquer le bouton j'aime et puis voilà. Merci une fois de plus, docteur, et on se retrouve à la prochaine fois.